Très chères femmes inspirantes, bonjour et bienvenue dans notre premier épisode de Let's Talk avec Woman of God Inspire. Aujourd'hui, nous allons parler des blessures émotionnelles. Vous savez, ces réactions que nous avons qui sont souvent inappropriées et disproportionnées. Ces réactions sont souvent dues à nos blessures émotionnelles. C'est très important de les identifier afin de pouvoir faire un travail dessus. Nous allons en parler dans ce premier épisode avec l'équipe WOGI et notre invité du jour. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés des membres de notre équipe. Il y a Tina. Bonjour. Et nous avons notre invitée du jour, Cécilia. Bonjour. Bonjour Cécilia, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour que les personnes qui nous suivent puissent un peu mieux te connaître? D'accord. Je m'appelle Cécilia Bossoy. Je suis psychologue clinicienne ici à Bruxelles. Et donc je reçois en consultation des enfants, des adultes et des adolescents en individuel ou en famille. Comme vous le savez, nous allons parler aujourd'hui des blessures émotionnelles et c'est Cécilia qui va répondre à mes questions. Alors ma première question c'est comment définit-on les blessures émotionnelles? Qu'est-ce que c'est en fait et d'où viennent-elles? Alors le concept de blessure émotionnelle est très reconnu au sein de la communauté chrétienne. Il faut savoir que dans la littérature scientifique, on emploie plus le concept de trauma. Okay. Et d'ailleurs, d'après l'étymologie, trauma en grec signifie blessure. Okay. Et il y a plusieurs sortes de traumas. Il y a les traumas physiques et il y a les traumas psychiques. Et qu'est-ce que c'est finalement un trauma? Un trauma, c'est un effet, c'est une conséquence émotionnelle difficile en fait, qui arrive à la suite d'un événement qu'on a éprouvé, qu'on estime être éprouvant, difficile, voire même choquant. Ok. Donc Cécilia, en préparant l'émission, on revenait souvent sur les 5 causes les plus mentionnées des blessures émotionnelles, trauma. Donc le terme qu'on a appris, l'abandon, le rejet, les trahisons, les humiliations et les injustices. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Est-ce que c'est les 5 par excellence ou est-ce qu'il y en a d'autres à ajouter? C'est vrai que oui, ces 5 me semblent être corrects, mais je pense vraiment qu'il y a une multitude. Il y a une multitude de facteurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous affecter, qui peuvent nous blesser en fait. Que cela soit vraiment la perte d'un proche, la question du deuil. Il y a aussi les violences physiques, sexuelles, il y a les abus, il y a aussi les ruptures amoureuses, les ruptures amicales, il y a les conflits familiaux. Et puis il y a aussi les événements traumatiques en fait qui surviennent mais durant l'enfance. Donc il y a ce sentiment de rejet, d'abandon. Parce qu'il y a aussi des enfants, par exemple, on se rend compte à l'âge adulte en fait qui grandissent avec cette souffrance-là liée au fait qu'ils n'ont jamais été un enfant désiré. Vous voyez, il y a beaucoup de souffrances qui prennent place en fait dès la naissance en fait, du moins dès les premières années de la vie. Et quelles sont les conséquences, les dégâts en fait de ces blessures? Les traumas en fait vont surtout venir affecter nos émotions, la manière dont on régule nos émotions, dont on contrôle nos émotions. Et donc, parce que c'est vrai que parfois il nous arrive de nier nos émotions, de les refouler ou justement de mettre trop d'emphase en fait et de les laisser déborder. Mais c'est important vraiment de pouvoir vraiment d'utiliser ces émotions d'une manière appropriée, parce que ça peut affecter nos relations, vraiment nos relations sociales, nos échanges sociaux. Parce que oui, il faut savoir, on sait tous que l'homme est constitué d'un corps, d'un esprit, d'une âme. Et donc, quand on dit que l'âme est le siège de nos émotions, on comprend par là en fait que lorsqu'on est affecté, qu'on se sent blessé, qu'on a été heurté ou offensé, c'est notre âme qui a souffert. Et comme il est le siège de nos émotions, quelque part, nos émotions sont également affectées. Dans la Bible, Paul exhorte, dans le livre de Galates,
de marcher par l'esprit et de ne pas, se laisser dominer par la chair, en fait. Donc, quelque part, on n'est pas censé se laisser dominer par nos émotions. On est censé avoir le dessus sur nos émotions. Le contrôle, en fait. Oui, c'est important. Et c'est pour ça aussi qu'on est encouragé à faire preuve de maîtrise de soi, etc. Oui, de ne pas laisser la colère prendre le dessus sur nous, de prendre le dessus sur notre comportement, sur la manière dont on va réagir, agir. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment primordial de pouvoir réguler d'une manière appropriée nos émotions. Parce que sinon, sur le long terme, ça peut affecter notre rapport aux autres, nos relations sociales. Merci. Et d'ailleurs, tu as parlé de l'âme qui est le siège de nos émotions. Nous allons d'ailleurs écouter une vidéo de Mélissa qui va développer sur justement le sujet de l'âme. C'est tout de suite. Aujourd'hui, nous parlons du processus de guérison des blessures émotionnelles. Ce processus se décline en plusieurs étapes et nous allons les parcourir ensemble. La première étape, c'est le diagnostic. Pour pouvoir être guéri de ces blessures émotionnelles, il faut pouvoir les nommer, les diagnostiquer. Constater que derrière cette colère que tu caches, derrière ce complexe, derrière ce sentiment de rejet, il y a en réalité une blessure intérieure. La Bible dit dans le livre de Galates, examinez-vous vous-même. Et c'est le travail qu'il faut faire si tu veux être guéri, c'est de prendre le temps de t'examiner à l'intérieur de toi. Une fois que ce diagnostic est posé, la deuxième étape, c'est de pouvoir pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal, que ce soit tes parents qui t'ont abandonné, que ce soit tes amis qui t'ont rejeté, mais plus encore te pardonner à toi-même. La Bible déclare « Le pardon est une puissance qui libère ». La troisième étape, c'est l'étape la plus cruciale, c'est d'exposer son âme à la parole de Dieu. La Bible déclare « La parole de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme ». Plus tu vas exposer ton âme à la parole de Dieu, plus tu vas accélérer ce processus de guérison. Là où il y a des paroles de limitation qui montent dans ton âme, qui montent dans ton cœur, la parole de Dieu vient te dire que je puis tout par celui qui me fortifie. Là où tu as des complexes qui montent dans ton âme, qui montent dans ton corps, dans ton cœur plutôt, eh bien la parole de Dieu vient te dire que tu es une créature merveilleuse. Expose ton âme à la parole de Dieu, c'est la clé pour la guérison de ton âme. Une fois cette étape passée, c'est l'étape que j'appelle la protection. Protège ton âme. Ne permets pas à ceux qui t'ont fait mal, à ceux qui t'ont mis à terre, à ceux qui t'ont blessé, de pouvoir encore avoir accès à ton âme. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Et c'est le conseil aussi que je te donne aujourd'hui. Protège-toi de cette relation toxique de laquelle tu es sorti. Protège-toi de tout ce qui t'a fait pleurer. Prends un peu de recul, prends du retrait et surtout réfugie-toi dans la parole de Dieu. Et la dernière étape, c'est le temps. La Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a eu un temps où tu as pleuré, mais voici le temps de ta guérison. Je prie et je déclare au nom de Jésus que c'est le temps de la guérison de ton âme. Je prie que par cette petite vidéo, tu puisses trouver le chemin pour que Dieu puisse guérir ton âme. Au nom de Jésus, j'ai prié et je dis Amen. Merci beaucoup Mélissa pour tes précieux conseils et les informations que tu nous as données. C'est vraiment très important de savoir identifier nos blessures émotionnelles et surtout les différentes étapes pour passer à la guérison. Alors les filles, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter par rapport à la guérison ou l'identification des blessures ? C'est vrai que j'ai oublié de rajouter en fait que les traumas peuvent aussi affecter notre santé physique. Parce qu'il arrive en fait que un trouble psychique se déplace vraiment au niveau de la santé physique. Parce que ce qu'on a remarqué, même les études le démontrent, c'est qu'il y a un lien entre, par exemple, des émotions comme l'angoisse. Quand on s'inquiète beaucoup, lorsqu'on est vraiment beaucoup angoissé, on se rend compte en fait qu'il y a vraiment ce phénomène qu'on appelle somatisation. C'est-à-dire en fait que
il y a des symptômes qui se manifestent, par exemple au niveau de la peau, comme de l'eczéma, des allergies, etc. Suite vraiment à des angoisses, en fait, suite au stress. Il y a aussi, par exemple, la colère. Il y a certains qui font un lien entre la colère et, par exemple, le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Il y en a qui disent aussi certains types de cancer ou même parfois des ulcères. Ça, j'ai déjà entendu aussi que ça peut être lié à un stress ou à des angoisses ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment vérifié. Et ça peut être aussi physique finalement. Oui, il y a un lien, surtout lorsqu'on se rend compte, par exemple, qu'une douleur physique n'a pas de cause médicale, en fait. Et généralement, les médecins se disent, bon, comme il n'y a pas de cause, peut-être que c'est psychologique. Donc ça a vraiment des conséquences sur notre santé, en fait. Oui, mais bien sûr, voilà, je conseille c'est pas toujours... toutes les maladies qui Exactement. sont... il faut aller voir un médecin, et c'est vrai que voilà... Ça peut avoir des conséquences sur la santé. Oui, effectivement. Après, je me dis aussi, ce qui est important de vraiment souligner, c'est dans l'identification, c'est aussi les autres, moi je trouve, qui peuvent nous refléter en fait finalement un problème. Donc par exemple, ceux qui sont mariés, le conjoint, ou ça peut être aussi des frères et sœurs, qui peuvent en fait souligner qu'il y a vraiment quelque chose qui est tout le temps là, quelqu'un qui est par exemple fort susceptible et qui par rapport peut-être à un événement précis, ça peut être aussi la manifestation qui a un problème ou la conséquence peut-être d'un problème. Et je pense que c'est important de vraiment mentionner le fait que les autres peuvent nous renvoyer aussi le fait qu'il y a un souci ou il y a peut-être un problème à traiter éventuellement. Donc, tout à fait, il faut aussi en tenir compte alors du coup. Ça, par contre, c'est pas toujours évident, je trouve. Merci beaucoup les filles. Donc Mélissa nous a parlé dans sa vidéo des différentes étapes pour passer à la guérison. Donc il y avait Dieu qui nous aide à guérir de nos blessures. Il y a le pardon qui est très important. Il y a aussi le fait de se protéger, le fait de laisser aussi laisser le temps en fait guérir nos blessures. Est-ce que toi tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? C'est vrai que oui, on peut autant travailler sur l'aspect spirituel que vraiment aussi sur l'aspect psychologique. Et je pense que oui, il y a certaines petites choses qui peuvent être implémentées. Je sais que, bon, pas pour tout le monde, mais parfois la parole, elle est libératrice. Rien que le fait de pouvoir extérioriser ce qu'on ressent, de pouvoir partager ce qu'on sent. Tu veux dire en parler avec quelqu'un? Oui, en parler avec une personne. Ça peut être avec un proche, ça peut être avec une psychologue. Voilà, c'est le fait c'est vrai vraiment... que souvent c'est mal vu le fait de parler avec des psychologues dans notre milieu. Parce que ça serait peut-être important de le dire, oui. C'est vrai que oui, c'est vrai que la santé mentale, est parfois dans certaines cultures très mal perçue. C'est un tabou. Mais c'est vrai que ces dernières années, quand même, voilà, on se rend compte que les gens sont de plus en plus sensibles vraiment à la question de la santé mentale. Et donc, on voit qu'il y a quand même du changement à ce niveau-là. Et les gens réalisent que c'est important parfois de parler. De savoir en parler. Voilà, que ce soit même pour les abus et même pour d'autres blessures, de pouvoir vraiment extérioriser ce qu'on ressent, ce qui s'est passé en fait. Et même parfois, je reçois des patients qui me disent oui, j'étais offensée, j'ai mes parents qui m'ont dit ceci quand j'avais tel âge, j'ai gardé ça pour moi. Et je me rends compte en fait que beaucoup de personnes gardent en soi, gardent vraiment des choses enfouies et ne réalisent pas en fait à quel point ça peut les affecter. Ça peut les affecter dans la manière de voir la vie, dans la manière d'interagir avec les autres. Ça les affecte vraiment dans leur vie. Et c'est pour ça que je suggère toujours à mes patients de pouvoir parler en fait. Que même lorsque 5, 10, 15 ans peut passer, mais il est quand même utile parfois de pouvoir revenir en arrière et de se dire c'est vrai qu'à tel moment il s'est passé ça. À tel moment j'ai ressenti ceci. J'ai eu l'impression en fait que tu m'as blessé. Peut-être que ce n'était pas l'intention de cette personne. Comme on dit, lorsqu'on se sent offensé, je pense qu'il est important de pouvoir vraiment pas confronter. Quand on dit confronter, je sais que ça a une connotation plutôt péjorative, mais non, mais de pouvoir en discuter en fait avec cette personne qui nous a blessés, de dire écoute, c'est vrai qu'il y a eu cette situation-là
Et c'est ce que j'ai ressenti. Mais ce que tu dis est vraiment important, Cécilia, parce que moi j'ai constaté aussi que c'est souvent l'interprétation ou le manque de communication qui engendre des blessures, alors que Très finalement, souvent. la personne en face, bon, quand je parle ici des blessures, c'est peut-être pas dans le sens plus profond, comme dans des cas des abus, des choses comme ça, mais déjà des blessures qu'on peut dire quotidiennes, parce qu'en fait, finalement, on est toutes sujettes à être blessées dans notre marche de tous les jours. Mais en fait, c'est justement ça. Parfois, on se rend compte quand on parle avec la personne, ah, mais c'est pas ce que je voulais dire. Et en fait, on l'a pris tellement à cœur et on l'a gardé et ça a gonflé. Ça nous a pourri la vie, alors que finalement, l'autre personne est passée à autre chose. Et alors que si on avait tout simplement pris la peine d'échanger avec la personne, ben, ça serait dilué, j'ai envie de dire, ou ça serait même passé, et ça n'aurait pas porté autant de conséquences dans nos cœurs et dans notre vie. Exactement, parce que parler, en fait, en parler, ça permet de diluer, de désamorcer toute cette charge émotionnelle, en fait, qu'on n'arrive plus à contrôler. Parce que lorsqu'on est blessé, on a du mal à contrôler nos émotions. Et pas juste dans le sens de la colère, d'être très irritable, de se mettre facilement en colère, mais même dans... Ça arrive même qu'on ait du mal à justement pouvoir partager nos émotions, à se renfermer en fait. Ça aussi, hein, c'est une problématique. Et je pense aussi qu'il y a des personnes qui ont du mal à en parler parce qu'elles ont aussi du mal à comprendre. Oui, c'est ça en fait, c'est ça. En fait, de mettre des mots sur les mots en fait. C'est vraiment ça. En fait, oui, comment en fait arriver à mettre les mots sur les mots qu'on a en fait. Tu vois, les mots. M-A-U-X. Voilà. Sur les mots Exactement. M-O-T-S. Oui, parce que c'est pas évident de savoir faire cette introspection, et de savoir quel est mon problème, pourquoi est-ce que je suis blessée ou frustrée dans une certaine situation. Et surtout, même si on va plus loin, de pouvoir identifier d'où ça vient, la source la frustration. de cette frustration. Oui, tout à Parfois, fait, c'est des choses, comme tu as dit, tu as les enfants, tu as les adolescents et puis tu as les adultes, mais parfois, il y a des choses qui viennent de l'enfance. Mais si je me souviens plus de ce qui s'est passé, c'est compliqué. Et donc, j'imagine que c'est là que c'est important de voir des personnes comme toi aussi pour pouvoir faire un travail, qui ont été formés à aller un peu gratter plus loin. Exactement. Pour essayer justement de trouver, et je vais juste ouvrir une parenthèse, après je te laisserai la parole, c'est vraiment de dire à la communauté que psychologue, c'est différent de psychiatre, parce qu'en général quand on dit il faut aller voir un psy, les gens en général disent mais je suis pas fou, non, enfin, on a vraiment cette connotation, alors que c'est pas du tout ça en fait. C'est vrai que parfois on ne le réalise pas, hein, et ce sont souvent nos proches, hein, même des collègues qui peuvent nous dire ah tiens, j'ai remarqué quand on parle, tu réagis souvent sur la défensive en fait, pourquoi? Ou ah mais tu sais, tu es plutôt rancunier. Et parfois ça vient des autres en fait, et c'est là qu'il faut, ce serait intéressant en fait de faire un peu d'introspection et de se dire ok, c'est vrai que je réagis comme ça, pourquoi? Et là justement la réponse au pourquoi, comment est-ce qu'on peut la trouver? C'est pas facile, hein, c'est pas une réponse qu'on trouve forcément fouiller dans facilement. le passé, fouiller dans votre parfois, passé. Fallait parler aux parents. Non, mais parfois ça revient vraiment à analyser par exemple une situation et se dire d'accord, il s'est passé ça, et lorsque cette personne m'a dit ce mot-là, on m'a fait cette reproche-là, ça m'a renvoyé à quelque chose. À quoi est-ce que ça t'a renvoyé? Qu'est-ce que ça t'a rappelé? Quel est le souvenir qui te vient en fait à l'esprit? C'est comme par exemple quand une personne qui se fait abuser ou violer, et à chaque fois qu'on parle des hommes et qu'elle est agressive et que ça renvoie chez elle peut-être tout ce qui est négatif chez l'homme, et donc ça peut aussi être des clés, je veux dire, pratiques. Ce genre de choses. Bon, peut-être cet exemple est peut-être un peu plus classique, j'ai envie de dire, parce que, bon, en général, j'imagine que c'est comme ça que ça se manifeste. Non, ça se manifeste parfois de cette manière-là. Hein. Certaines femmes qui ont été abusées sexuellement, je ne parle pas pour toutes ces femmes-là, hein, mais certaines, quand elles se marient, parfois ont du mal, en fait, à être intimes avec leur mari. Confiance. Ça, oui, il y a des abus, il y a des blessures qui provoquent vraiment, qui vont vraiment affecter la vie intime, hein, qui vont vraiment affecter leur vie intime en fait, et même leur identité de femme. Ça c'est vrai. Alors pour la deuxième partie, je vais laisser la parole à Tina. Oui, alors Cécilia, donc on a une petite séance de vrai ou faux. En fait, il y a comme ça quelques idées reçues. Et on aimerait bien te les soumettre et tu réponds par vrai ou faux et après tu argumentes bien sûr. Alors la première phrase c'est: est-ce vrai que 80%
de nos blessures intérieures ont été causées dans l'enfance? Je dirais ni vrai ni faux. Ah, d'accord. Parce que je ne sais pas, je ne pense pas en fait qu'il ait été démontré que vraiment 80% de nos blessures surviennent vraiment durant l'enfance. Mais c'est vrai que je pense, surtout ces dernières années, etc., on est beaucoup plus conscient, hein. On est beaucoup plus sensible à la question de la santé mentale pour les enfants, en fait. Hein. Et donc, on est beaucoup plus conscient que voilà, les enfants passent par certains stades de développement même. Et donc, que la vie affective, que la vie affective de l'enfant a vraiment un impact essentiel sur son développement. Et à quel point, parfois, un manque ou des carences peuvent affecter l'enfant sur le long terme. Et c'est vrai qu'on peut voir des exemples. Bon, après, je ne sais pas si c'est un peu bateau ou pas, des personnes, des meurtriers, et on dit, voilà, ils ont été abusés, maltraités dès l'enfance. Après, je ne sais pas si c'est vraiment, je vais dire, une règle générale, mais en tout cas, on entend souvent ce genre de choses. Ça revient souvent, oui. Oui, c'est vrai. On se rend compte en fait finalement que beaucoup de prédateurs sexuels ont eux aussi été victimes d'abus sexuels. Oh là là. Okay. C'est une réalité. Que Dieu nous aide à vraiment veiller à ça et à nos enfants. Alors la deuxième phrase, c'est: est-ce important de travailler le plus possible sur ses blessures émotionnelles avant d'entrer en ménage, dans le mariage? Si oui, pourquoi? Oui, je pense évidemment que c'est important de pouvoir, de pouvoir travailler sur ça, parce que sinon ça revient un peu à rentrer dans le mariage avec des bagages, avec des fardeaux, et ça peut en quelque sorte influencer la communication au sein de votre couple et causer quand même pas mal d'incompréhension. Maintenant, voilà, il y a toutes sortes de blessures qui peuvent faire, qui peuvent influencer un peu, qui peuvent avoir un impact. Oui, qui peuvent avoir un impact sur notre vie, sur notre vie amoureuse, dans le mariage. Donc c'est important de travailler avant d'entrer en mariage. Et c'est pour ça qu'on dit que voilà, que les fiançailles, franchement, la saison du fiançailles est une saison vraiment très importante, très cruciale, pour vraiment régler, pour passer par un processus de guérison, de restauration, afin de vraiment rentrer dans le mariage sur des bonnes bases. Je dirais même la période de célibat est très importante. Surtout, moi, je dirais vraiment le célibat. C'est vrai qu'en général, en fait, on est dans le célibat et on est déjà en mode j'aimerais bien me marier, mais c'est tellement d'abord travailler sur soi. Période tellement importante pour faire ce travail justement, pour se préparer. On a tout ce temps-là justement pour et le ne pas se préparer quand justement le prétendant arrive. Et déjà là, parce que parfois ça peut être aussi trop tard. Exactement, oui, c'est vrai. Disons que les fiançailles sont une saison de rectification. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, la dernière phrase, c'est: la prise de conscience doit-elle forcément venir de la personne concernée ou une personne externe peut aider? Ça, on en a, je pense, parlé. Qui peut aider et comment s'y prendre? La prise de conscience, je pense, peut venir de soi-même ou des autres, en fait. Parce que parfois, ce sont les autres, en fait, qui nous révèlent un peu sur notre manière de fonctionner, sur nos systèmes de pensée. Ça, c'est ce qu'on a dit là tantôt. On ne le réalise pas souvent, en fait. Ce sont les autres qui vont nous dire des remarques, qui vont nous dire, tiens, tu sais, pourquoi est-ce que tu agis de telle manière, en fait? Donc, voilà, mais c'est sûr que maintenant, la décision de travailler dessus, de vouloir changer, de vouloir vraiment de vouloir travailler sur ses émotions, c'est une décision finalement qui est personnelle aussi. Il faut vouloir guérir aussi. C'est important. Exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce vrai ou faux. Donc, on va passer donc à la partie témoignages et conseils. Donc ici, nous avons reçu 2 témoignages. Je vais les lire. Et après, nous allons demander à notre experte Cécilia de pouvoir intervenir par rapport à ça. Donc, le premier témoignage nous dit: je n'ai pas connu mon père étant plus jeune et ce manque a créé un vide en moi qui fait que j'ai toujours cherché à le combler par l'attention des autres. Étant consciente de mon problème, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même avant de me marier. Pourtant,
Je sens que je continue d'en demander trop à mon mari. J'ai l'impression d'avoir des attentes trop paternelles envers lui. Que pouvez-vous me conseiller? C'est vrai que dans un premier temps, je lui demanderais si elle était là de développer un peu, de me dire vraiment, de plus m'expliquer ce qu'elle veut dire par attente paternelle. Mais je vais peut-être essayer de combler l'amour qu'elle n'a pas eu de son père. Je suppose qu'elle parle vraiment de ses besoins affectifs. Je pense, besoins affectifs, tout à fait. Moi, je l'aurais aussi compris comme ça. Et c'est vrai que oui, c'est assez difficile. Peut-être, voilà, je lui suggérerais déjà dans un premier temps d'en parler avec son mari, d'avoir vraiment une conversation transparente sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle attend, sur les manques, les carences en fait qu'elle a vécu étant enfant. Et donc, voilà, et peut-être même pour son mari, ça va peut-être à lui permettre de comprendre comment elle fonctionne. Parce que peut-être que lui, de son côté aussi, il a remarqué certaines choses, il s'est dit, mais, pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle demande ça de moi? Et le fait vraiment de pouvoir mettre les choses à plat et de pouvoir vraiment se libérer et parler, ça permet au moins déjà d'éviter d'éviter l'incompréhension en fait. Comme on dit, la clé c'est la communication. Moi j'aime bien dire mieux vaut surcommuniquer que pas assez communiquer. Et maintenant l'étape, si maintenant elle en parle, donc c'est bien, comme ça le mari sait, il peut aussi entre guillemets l'aider même dans cette phase difficile. Mais après maintenant qu'est-ce qu'elle peut faire pour aller mieux, pour plus souffrir en fait de cette blessure? En tant qu'enfant de Dieu, même si par exemple elle a manqué de certaines choses étant enfant, Dieu peut la remplir en fait. Dieu peut la guérir en fait, parce qu'il est son père en fait. Mais c'est sûr que aussi, voilà, avec son mari, elle peut discuter et dire, voilà, il y a certaines choses dont moi j'ai besoin. Et c'est important aussi de pouvoir, parce que parfois on a cette impression que lorsque on est en couple, même lorsqu'on s'est bien marié, qu'on s'est marié à la personne de notre destinée, que ça va être parfait, que ça va coller, et que cette personne va me connaître et répondre automatiquement à tous mes besoins, toutes mes attentes. Mais pas forcément. C'est important de pouvoir vraiment de pouvoir discuter, de pouvoir communiquer. Et dire, c'est vrai que moi, j'ai besoin de ça. Et il y a un livre qui me vient en tête, c'est, vous connaissez sûrement les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Un classique, oui. Mais je le recommande souvent à mes patients. On devrait l'enseigner à l'école. Vraiment, à l'église, à l'école, partout. Je le recommande souvent à mes patients et je leur dis, essayez de communiquer un peu à ce niveau-là. Vous savez, voilà, il faut se connaître aussi. Parfois, il s'agit aussi de devoir de se connaître, de dire, ok, moi, pour me sentir, afin que je me sente appréciée, j'ai besoin qu'on me donne des paroles valorisantes. J'ai besoin qu'on me rende service. Et donc, si elle a vraiment, si elle a des attentes, etc., ce serait vraiment judicieux qu'elle puisse en parler avec son mari, en fait. Donc, en parler de tes besoins, tout simplement, dire ce que tu as besoin à ton mari. Voilà. Mais ce livre est vraiment important pour la personne qui nous a envoyé ça, les langages de l'amour. C'est vraiment important. Ça donnera vraiment des clés pratiques aussi, je pense, dans le fonctionnement. Merci, super. Alors, on va passer au deuxième et dernier témoignage. Donc, la personne nous dit, étant petite, on me comparait souvent à ma grande sœur. Elle était vraiment le parfait exemple et faisait tellement la joie de mes parents. En grandissant, j'ai réalisé que beaucoup de choses que j'ai faites étaient pour lui ressembler et être autant appréciée qu'elle, malgré que je n'avais pas l'impression d'être à la hauteur. Ayant compris la source de mon problème, je fais énormément attention et je travaille sur moi-même. Mais malgré cela, j'ai l'impression que cette blessure me rattrape. Quand d'autres femmes brillent, j'ai le sentiment de devoir faire mieux. Inconsciemment, je les vois comme des rivales. J'essaye de ne pas ressentir cela, mais ça refait souvent surface. Pouvez-vous m'aider? Ça, c'est la question. Oui, c'est pas toujours facile de trouver sa place au sein de la société, de se sentir valorisé dans notre identité. Mais c'est vrai que voilà, si elle est chrétienne, vraiment, je lui dirais vraiment de
de chercher à connaître son identité en Christ, en fait. Parce que lorsqu'on réalise qui on est en Christ, lorsqu'on réalise que Dieu nous aime, en fait, et qu'il nous a créés, et qu'il nous a amenés sur cette terre pour une raison précise, on sait que notre vie, finalement, n'est pas vaine, en fait. On sait qu'on a été appelé à quelque chose. Et donc, on a quelque chose à donner. Hein. Et je pense que lorsqu'on réalise son appel, qu'on réalise ce à quoi on a été appelé, eh ben, on a vraiment un sentiment d'accomplissement. Et c'est ça qui nous procure la paix et aussi l'assurance en fait, en qui on est. Parce que c'est vrai que la société dans laquelle on est pousse un peu vraiment beaucoup à la compétition, hein, à vraiment être meilleur, à être mieux que tout le monde, etc. Et donc du coup, on a tendance à beaucoup se comparer. Mais je pense que si on réalise vraiment qu'on est tous différents, qu'on a un parcours différent et qu'on a des dons et des talents différents, on réalise en fait qu'on est unique. Exactement. On ne court pas la même course que tout le monde, en fait. On a notre propre marche, notre propre parcours, en fait. Donc, lorsqu'on réalise ça, la comparaison n'a pas lieu d'être. Oui. Super. Tout à fait. Et je voulais même ajouter, parce que tu as précisé pour les personnes chrétiennes, mais même les personnes non chrétiennes, je trouve que c'est important de savoir que vous n'êtes pas les mêmes. Ta sœur, c'est ta sœur. Toi, tu es toi. Il faut chercher à se découvrir, chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a en toi. Tu as des trésors en toi, quels sont ces trésors, et à les mettre en valeur. On a toutes reçu quelque chose, donc pour moi, c'est vraiment important de ne pas se comparer aux autres. Donc voilà. Et ce qu'elle dit ici aussi, c'est important, on en a parlé tout à l'heure, c'est cette comparaison, mais qui vient de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire qu'on la comparait souvent à sa grande sœur. Et ça, il faut vraiment, si je peux, véritablement nous conseiller d'arrêter les comparaisons entre X, Y, entre les enfants, entre des copines. Il faut arrêter de comparer les gens parce que du coup, ça crée en nous cette sensation, effectivement, de compétition. On n'est pas assez. Et voilà, alors que comme tu dis, si déjà à la base, on ne sait pas qui on est, ben, on va se forger sur base de ça et c'est pas bon du tout. Donc, essayons plutôt d'encourager les gens, de les motiver, de voir ce qui est bon dans chacun et de souligner ça au lieu de comparer à quelqu'un d'autre. Et donc ici, le deuxième point dont elle parle, c'est aussi important, c'est un peu cet aspect de jalousie, de toujours un peu de compétition, mais où elle a toujours besoin de faire mieux, où elle voit les autres personnes comme des rivales. Ben c'est important de travailler sur soi. Et comment est-ce qu'on travaille sur soi pratiquement? C'est vraiment de complimenter les autres. C'est, ah ben voilà, Béné, elle se maquille super bien, eh ben je vais lui dire, c'est cette petite chose qui me fait mal et qui a un petit grain en moi, ben je vais essayer de maîtriser ça et de passer outre en forçant ma chair à faire l'inverse de ce qu'elle demande. Donc je pense que ça c'est vraiment important, bien sûr au début c'est pas évident. Comme si on t'arrachait une dent. Mais à force de le faire, vraiment, ça nous aide et ça crée en nous des bons sentiments. Exactement. Donc voilà pour la partie témoignage. Merci beaucoup Cécilia d'avoir répondu. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on a parlé de beaucoup de choses dans les blessures émotionnelles. Mais j'aimerais savoir si Cécilia, tu as un mot à dire pour la fin qui englobe un peu le tout et qui est très important à retenir par rapport aux blessures émotionnelles. Bon, tout d'abord, je vous remercie je vous remercie de m'avoir invitée. Avec plaisir. C'est vraiment c'est un honneur pour moi. Et je pense, ce que je dirais pour terminer, c'est vraiment de ne pas de prêter attention vraiment à ces blessures-là. Parfois, on est conscient qu'il y a des choses qui ont pu nous heurter, que ça soit durant notre enfance ou même à l'âge adulte, mais on décide de vivre avec. Alors que je pense vraiment que Dieu veut nous guérir. Mais lorsque Dieu guérit, lorsque Dieu agit, il utilise des hommes aussi parfois pour bénir certaines personnes. Donc parfois, entamer un processus de guérison, ça implique aussi de pouvoir parler en fait. Tout à fait. Parler à d'autres personnes en fait. Donc ce que je dirais vraiment c'est de ne pas hésiter en fait c'est déjà de pouvoir réaliser d'une part que oui, je ne vais pas bien, il y a quelque chose, j'ai un problème en fait. Et ensuite de se dire je pense que j'ai envie de changer en fait. J'ai envie de guérir, oui. J'ai envie de penser différemment. Et ensuite entamer
le processus. Oui, d'entamer le processus. Voilà, et ce processus de guérison, comme je disais, il est spirituel et il est psychologique aussi. Ouais. Il faut faire attention aux deux aspects. Donc, il y a l'aspect de la parole, Dieu qui guérit, mais il y a aussi cet aspect de l'être humain, aller vers quelqu'un qui peut nous aider, quelqu'un qui est qualifié pour pouvoir nous aider. Et ça, si c'est en important. plus on a les deux casquettes, c'est encore C'est mieux. l'idéal. Nous vous présentons Cécilia. Voilà, on mettra les coordonnées Voilà. en dessous. En tout cas, Parfois, sur ce... oh, excusez-moi. Non, je croyais que tu avais Non, fini. non. Vas-y. Et parfois il n'est même pas nécessaire de faire un travail très profond. Hein. Parfois, il s'agit juste même de se remettre en question. Et ça, au quotidien. Oui. Au quotidien, on peut se remettre aux questions, se dire, ah, mais oui, il y a eu telle situation, j'ai agi de telle manière, pourquoi est-ce que je l'ai fait et la prochaine fois, je pourrais agir d'une autre manière, en fait. Mais tu as dit quelque chose de très important parce que beaucoup ne se remettent... Enfin, n'ont pas cette habitude de se remettre en question. C'est pas un truc facile à faire, je pense. Donc, c'est important de le dire. Il faut apprendre à se remettre en question vraiment quotidiennement. Oui, se remettre en question et réfléchir, en fait. Prendre du temps, analyser parfois certaines choses et se dire, ah, ok, d'accord. Parce que la parole de Dieu nous dit, hein, elle nous encourage à être vraiment lent à parler et prompt à écouter. C'est-à-dire, voilà, Dieu nous pousse, Dieu nous encourage vraiment à rechercher la sagesse, en fait. Et donc, il est primordial vraiment de parfois pouvoir vraiment prendre le temps de réfléchir, de se remettre en question. Ouais. Merci beaucoup, Cécilia. En tout cas, sur ces belles paroles, je ne sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose. Alors, moi, je dirais juste, n'hésitez pas, s'il y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas donc à les noter. Et pourquoi pas, ça fera l'objet, parce que c'est un sujet tellement vaste, ça fera peut-être l'objet d'un live ou d'une autre émission. Donc, n'hésitez pas à tout mettre. Donc, juste ici en dessous, je ne sais pas si... Dans la description. Dans la description, voilà. Et d'ailleurs, dans la description, nous allons aussi ajouter les coordonnées de Cécilia, qui est psychologue. Donc, elle est accessible. Si vous avez besoin d'un psychologue, pas psychiatre, je précise. Donc, elle est là. On va mettre tous ses coordonnées dans la description. Sur ces belles paroles, nous allons clôturer ce premier épisode. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. À bientôt. Au revoir.